Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Subaru BRZ Club. Donc nous voilà partis pour le test de cette Subaru BRZ. Alors si vous ne connaissez pas du tout ce modèle, sachez que c'est un modèle qui a été conçu en collaboration entre Subaru et Toyota. Et cette BRZ, en fait, c'est la sœur quasi jumelle de la Toyota GT86. Les deux voitures sont sorties et ont été commercialisées en Europe en même temps et offrent globalement les mêmes prestations et pratiquement le même design. Aujourd'hui, je suis donc dans un modèle de 2013, finition club et en boîte automatique. Donc c'est une boîte automatique qui a une fonction séquentielle. On retrouve des palettes au volant et vous pouvez aussi passer les vitesses de manière séquentielle avec le levier de vitesse. Mais ça reste une boîte automatique assez classique, c'est pas une boîte à double embrayage. Comme je vous l'ai dit, la BRZ c'est la cousine ou carrément la sœur jumelle de la GT86. On reconnaît la BRZ bien sûr au logo Subaru qui trône fièrement sur le capot et à l'arrière du véhicule. Logo que je trouve plus joli que celui de chez Toyota, donc déjà c'est une petite différence, mais sinon globalement c'est surtout la finition à l'intérieur qui diffère entre une BRZ et une GT86. Cette BRZ en plus a été un petit peu modifiée, un peu améliorée on dira par son propriétaire. On a sur cette voiture beaucoup d'options qui étaient disponibles en fait sur le catalogue Subaru japonais. Déjà, la plus grosse modification qui est visible, c'est les jantes. Ce sont 4 jantes finition STI qui sont normalement disponibles uniquement au catalogue Subaru japonais. C'est pas disponible en France. Donc le propriétaire a un peu galéré pour commander ça au Japon, mais globalement ça se fait. Ces jantes sont un tout petit peu plus larges, il m'a dit, que d'origine, mais elles sont surtout beaucoup plus légères. Il a aussi modifié un peu l'intérieur. Par exemple, la casquette au niveau du compteur, normalement il m'a dit que c'est du plastique extrêmement moche. Là, on est sur une finition tissu, un genre de simili-cuir avec une surpiqûre rouge, c'est nettement plus agréable. Aussi, il a fait quelques modifs, il a des inserts au niveau des boutons pour les lève-vitres qui sont en faux carbone. On a aussi une petite plaque en aluminium au niveau des boutons pour les sièges chauffants. Tout ça, ce sont que des options qui étaient disponibles au catalogue japonais pour cette BRZ. Il y a des espèces de renforts en cuir sur la porte. Tout ça, c'est plutôt cool, hein. Il y en a aussi au niveau de la console, au niveau des jambes, pareil sur les portes. Tout ça, ça apporte une finition un petit peu plus haut de gamme que la moyenne. Et de mémoire, toutes ces touches en fait ne sont pas présentes sur la version de la voiture chez Toyota, la GT86. Je peux me tromper, mais il me semble que c'est une des différences. Je suis tout de suite parti à vous décrire les différences entre BRZ et GT86 et j'en oublie de vous présenter réellement le véhicule. Donc, ça a été conçu, je vous l'ai déjà dit, entre Toyota et Subaru. C'est un coupé sport propulsion, ce qui est relativement rare dans la production de Toyota et aussi de Subaru. De mémoire, ça doit être une des seules propulsions qui a été vendue sous le logo Subaru. D'habitude, ils sont spécialisés dans les 4 roues motrices. Là, on a donc un véhicule en propulsion, mais avec un moteur Boxer, donc un moteur d'origine Subaru qui a été modifié par Toyota avec une double injection, ce qui permet logiquement d'avoir quand même 200 chevaux pour un moteur atmosphérique de 2 litres.
ce qui est plutôt pas mal, ça fait 100 chevaux par litre. Et on a une consommation moyenne qui reste assez faible. Là, actuellement, la consommation, je peux l'afficher sur le tableau de bord. Consommation moyenne, je suis à 8 litres 1, ce qui est vraiment raisonnable pour ce type de véhicule. C'est un coupé 2+2. On reparlera des places arrière tout à l'heure, mais c'est pas vraiment une 4 places. Quand on monte à l'intérieur de cette BRZ, on est tout de suite bien parce que les sièges sont vraiment au top. Ce sont des sièges baquets, ils sont en cuir et alcantara, ils sont très jolis. Le seul truc qui manque dessus, en fait, c'est un petit logo Subaru ou BRZ qui rappellerait vraiment que c'est les sièges de ce véhicule. Là, on a l'impression en fait que ce sont des sièges un peu génériques qui ont été mis dans cette voiture. Mais sinon, sur l'utilisation, ils sont très bien. Ils sont à commande manuelle et c'est peut-être pas plus mal, au moins vous êtes sûr de ne pas avoir de difficultés dans le temps pour les commandes électriques qui pourraient déconner. Là, c'est manuel. Ils sont quand même chauffants, ça c'est plutôt pas mal. Au niveau maintien, je suis vraiment très bien, on bouge pas. Et le propriétaire m'expliquait qu'en plus ils ont pensé à ceux qui voulaient peut-être faire du circuit avec cette voiture. L'appui-tête est rabattable. Là, je vous le voyez, il est un petit peu incliné vers l'avant. Et en fait, vous pouvez l'inverser pour qu'il soit incliné vers l'arrière. Et donc, ne pas gêner lorsque vous êtes avec un casque. Bien que cette voiture soit en boîte automatique, elle a quand même été conçue pour combler les attentes des plus sportifs d'entre nous. Vous avez plusieurs boutons dans la console centrale qui vous permettent déjà, si vous le souhaitez, d'activer ou de désactiver le traction control. Bien sûr, par défaut, il est activé. Vous pouvez complètement le désactiver pour le circuit, globalement, mais vous pouvez aussi le faire sur route, même si c'est pas conseillé. Et vous avez un mode qui s'appelle VSC Sport, qui permet d'être un peu plus permissif au niveau de la glisse, parce que c'est clairement une voiture qui a été aussi conçue pour faire un peu de drift, faut pas l'oublier, tout en vous garantissant un minimum de sécurité avec le mode VSC. Pour la boîte de vitesse, on a deux modes. Le mode classique, qui s'allume forcément par défaut, et vous avez deux autres modes supplémentaires. Le mode Snow, qui est vraiment réservé dans des conditions d'adhérence extrêmement limitées comme la neige, et Sport, qui vous monte un peu plus haut dans les tours avant de changer de vitesse. Alors, nous allons tout de suite tester les performances de cette BRZ. Je me mets en mode sport, donc logiquement la boîte de vitesse passera les vitesses un peu plus haut dans les tours. Je rappelle que c'est une boîte automatique. Et je rappelle donc c'est un véhicule propulsion qui fait 1,3 tonne et 200 chevaux. Donc il n'y a personne, on est parti à fond. On passe la deuxième à 75 et on est arrivé à 100. Donc franchement, l'accélération est bien sympathique. Ça vous cloue pas au siège, faut pas espérer des performances de dingue, ça ne fait que 200 chevaux. Mais c'est clairement déjà plutôt pas mal. La sonorité est sympa également. L'échappement, c'est pas l'échappement d'origine, c'est un échappement adaptable qui a été commandé par le propriétaire au Japon. Alors il n'y a pas de caméra de recul sur cette voiture, ça c'est un peu dommage. Alors, ce coup-ci, je me mets en mode manuel. On y va avec les palettes. Donc, il n'y a personne. On est parti. On a le shift light qui s'allume à 7000 tours. Et on freine. Les freins sont vraiment super. Il n'y a rien à dire. La seule modification que le propriétaire a fait au niveau du freinage, il a changé les plaquettes par des modèles qui ont la réputation de ne pas trop faire de poussière, histoire de ne pas salir à mort ses jantes et d'être un tout petit peu plus efficace sur les freinages. Globalement, c'est pas une grosse modif, le reste du freinage est d'origine. Quand on accélère à bas régime, on sent quand même qu'il y a un peu de couple
et l'accélération est franche. C'est linéaire, hein. On est avec un moteur atmosphérique, ça paraît logique, mais c'est agréable. On n'a pas justement la crainte d'avoir le turbo qui se met à s'enclencher dans une situation où l'adhérence serait précaire ou un truc du genre. Là, c'est linéaire, c'est prévisible. Là, je suis en mode sport. Je peux passer néanmoins mes vitesses avec les palettes si j'ai envie. À l'intérieur, la visibilité est vraiment pas mal. On a une très bonne visibilité sur ce qui se passe derrière avec les deux rétros et le rétro intérieur, bien sûr. La vitre arrière est très large, ce qui fait qu'on n'a pas de problème pour prendre les informations. D'ailleurs, la vitre arrière est suffisamment longue aussi pour que les passagers à l'arrière aient de la luminosité. Souvent, dans les coupés de ce genre, les passagers à l'arrière sont assez mal lotis. Déjà, la coupe fait que souvent, à partir d'1m50, 1m60, on commence à toucher le plafond. Là, moi, je suis monté à l'arrière. Je réussis à m'installer sans trop de difficultés. Et lorsque je me mets complètement au fond du siège, ma tête arrive pile au niveau du plafond. Donc moi, je fais 1m70. Donc vous savez que quelqu'un d'1m70 peut se loger relativement facilement à l'arrière. Et ça reste confortable. Comme je vous l'ai dit, c'est pas confiné. On n'a pas l'impression d'être claustro à l'arrière. Il y a de la luminosité. Mais par contre, il n'y a absolument aucun rangement, aucun accessoire pour les passagers arrière. On sent bien que ce n'est pas une voiture qui a été conçue pour réellement utiliser les places arrière très souvent. C'est plus du dépannage. Mais au final, ces deux places restent quand même utilisables. C'est nettement mieux que sur la CRZ que j'avais testée par exemple. Donc en ville, je suis en mode sport et ça ne sert pas à grand chose. Je vais me remettre en mode normal. En mode normal, ça fait toujours qu'il y a une vitesse quasiment en plus en permanence. Là, je freine, je m'arrête à ce stop. Les freins, la sensibilité de la pédale est vraiment impeccable. On arrive à s'arrêter comme on veut. Le propriétaire me disait que dans des phases d'urgence, il y avait une aide au freinage, c'est-à-dire c'est une assistance qui permet de freiner encore plus fort que la pression que vous êtes en train de mettre sur la pédale lorsque ça détecte que vous êtes dans une phase critique en fait. Même en côte, il y a toujours suffisamment de répondants. Je réaccélère, la boîte est réactive. Là, je suis en mode normal et pourtant, je suis tout le temps sur le bon rapport pour avoir du couple. Et en côte, là, vous voyez, ça passe pas bêtement, ça passe juste comme il faut. Là, j'arrive dans une phase où c'est assez bosselé et franchement, les suspensions sont un peu fermes. Le propriétaire a rabaissé la voiture d'environ 2 cm. J'arrive sur des dodanes, je ralentis bien, je me mets à 30 km/h et je laisse la voiture avancer. Alors bien qu'elle soit un peu rabaissée et que le pare-choc avant soit quand même assez bas, il y a une espèce de lame qui est directement intégrée, et bien si vous prenez ça à la vitesse normale de 30 km/h, il n'y a pas de problème, ça ne frotte pas par terre. Les suspensions sont toujours assez fermes, mais elles sont juste fermes comme j'aime bien, c'est-à-dire ça ne vous casse pas le dos, mais on n'a pas l'impression d'être dans une voiture classique qui n'aurait pas ce petit côté ferme et sport. Au niveau des compteurs, vous avez 2 écrans ainsi que 2 compteurs à aiguille. Le premier écran vous indique uniquement votre vitesse, c'est rétroéclairé orange, ça fait un peu vieillot malheureusement. L'autre écran, c'est toutes les fonctions que vous pouvez faire défiler avec le bouton display qui permettent d'avoir la consommation moyenne, consommation instantanée, les températures, ce genre de choses. Pareil, c'est à rétroéclairage orange, ça fait un peu vieillot. Et les 2 gros compteurs, bien sûr, c'est la vitesse à aiguille et le compte tours qui monte jusqu'à 7500 tours avant la zone rouge. Allez, je me remets en mode manuel et j'accélère un peu. Je redescends et j'accélère. Les freins sont vraiment impeccables. La direction est réactive, mais quand on essaie d'aller vite, on sent pas forcément hyper bien comment sont placées nos roues. Je pense que ça doit être une direction électrique. J'ai pas de certitude là-dessus.
Quand on monte dans les tours, elle est vraiment, vraiment sympa. Et ses freins sont impeccables. Vraiment impeccables. Allez, je me remets en automatique. C'est ça l'avantage vraiment d'une boîte auto comme celle-ci. C'est quand vous voulez faire le con, bah, vous pouvez avec les palettes au volant vous faire plaisir. Et ça marche super bien. C'est réactif. Vous n'avez pas de latence ou l'impression d'être avec une boîte qui marche mal. Ça marche vraiment bien. Et quand vous voulez rouler normalement, on se remet en tout automatique. Et on n'a même plus à se soucier de quoi que ce soit, tout se fait tout seul. Certains diront que c'est un sacrilège de prendre une voiture de ce type avec une boîte automatique. Moi, je trouve pas du tout. Je trouve qu'elle est vraiment pas mal, cette boîte. Allez, je sors du rond-point et je réaccélère. Vous voyez, là, j'accélère à fond, je suis en mode normal. Hein, et ça n'hésite pas à monter jusqu'au rupteur quand même. Hein. Je comprends en fait qu'ils aient mis que 200 chevaux. Plus, je pense que ça les aurait obligés à changer de type d'alimentation du moteur, c'est-à-dire une suralimentation soit par compresseur, soit par turbo, juste en restant sur un moteur atmosphérique. Ça devait être assez compliqué de prendre plus de chevaux. Bien sûr, tout le monde va me donner l'exemple de la S2000 qui avait un 2 litres qui sortait 240 chevaux, mais c'est une exception. Il y avait le VTEC qui donne un comportement qui n'est pas vraiment linéaire, alors que clairement Toyota avait dit que sur le développement de ce moteur, il voulait quelque chose d'utilisable, de linéaire et au final pas hyper pointu. Je suis convaincu qu'ils auraient pu mettre 25, 30 chevaux, peut-être même 50 chevaux de plus sans faire de grosses modifications sur la voiture. Mais ils ne l'ont pas fait et visiblement ils ne le feront pas. Maintenant, si vous voulez plus de performance, chez Toyota, il faut aller chercher une Supra. C'est une voiture qui me correspond vraiment. Je pense que d'ici quelques années, lorsqu'elle sera moins chère d'occasion, j'essayerai de m'en trouver une. Actuellement, le problème de cette voiture, c'est vraiment son prix en fait. Si on regarde le tarif neuf, une BRZ, c'est 35 ou 40 000 euros. Plus, vous devez rajouter 10 500 euros de malus. Ce qui vous fait une voiture de 200 chevaux pour 45 voire 50 000 euros. C'est beaucoup, beaucoup trop cher. Ce modèle est en vente en France depuis fin 2012-2013. Là, on est vraiment sur un des premiers modèles, donc de 2013. D'occasion, cette voiture a encore une valeur d'environ 20 000 euros. Ce qui est un petit peu élevé, mais ça reste raisonnable par rapport à son tarif neuf, maintenant qu'il y a 10 500 euros de taxes. Et on monte sur l'autoroute. Je suis vraiment surpris de la réactivité de la boîte, hein. Même en mode normal, il suffit de mettre le pied sur l'accélérateur et elle passe les vitesses juste comme il faut. Hein. Actuellement, je suis sur l'autoroute, il n'y a pas vraiment de bruit. On entend juste un petit peu l'échappement, mais sinon il n'y a pas de bruit mécanique. On a très peu de bruit au niveau des aérations. Elle est plutôt bien insonorisée cette voiture. Donc nous revoilà dans un genre de bouchon. Et la voiture ne fait aucun bruit, elle est parfaitement calme. Et une fois de plus, le fait d'avoir la boîte automatique, je sais qu'il y en a énormément qui sont réfractaires à l'idée d'avoir une sportive en boîte automatique, mais essayez-en, franchement, vous seriez surpris, ça marche vraiment super bien. Vu que je suis à l'arrêt, je vais prendre quelques temps pour vous parler de la console centrale. C'est un des défauts pour moi de cette voiture, même si y a eu quelques touches pour l'améliorer, comme je vous l'ai dit, le propriétaire a changé 2-3 trucs pour avoir une console centrale plus moderne. Il a pris des pièces de la version 2018 de cette voiture. Eh bien, ça reste quand même encore un peu vieillot. On retrouve tous les rétro-éclairages de tous les petits écrans concernant la climatisation, l'heure, tout ça. C'est que les mêmes rétro-éclairages orange foncé. Et ça fait vieillot, malheureusement. Ça fait vraiment vieillot. Sinon, les touches pour changer la configuration de la climatisation, ça ressemble à de l'alu. Je ne sais pas si c'est du vrai alu ou si c'est juste du plastique, mais au toucher, c'est plutôt pas mal. La finition est relativement bonne.
Je suis assez déçu aussi que sur cette voiture, il n'ait jamais proposé de toit ouvrant ou de version cabriolet. C'était en étude à une époque, mais pareil, ça ne s'est pas fait. Ils ont dû décider que le marché n'était pas suffisamment élevé pour prendre le risque de développer ce genre de version. Allez, pour vous montrer que ça relance bien, là je suis à 70, j'accélère à fond. Et tout de suite ça part. Bon, j'ai pas maintenu l'accélération parce qu'il y avait quelqu'un qui était en train de me doubler, ça aurait pu le surprendre. Mais je suis passé de 70 à 90, 100 très très rapidement. Hein. Ce moteur est plutôt pas mal. Mais je suis relativement déçu quand même de la sonorité. Pour ceux qui sont habitués aux moteurs à plat chez Subaru, les moteurs turbo dans les Impreza, ce genre de moteur, on retrouve pas vraiment cette sonorité rauque typique. Allez, j'affiche la conso instantanée, donc en stabilisé, là je suis à 100 km/h, je suis à 8-9 litres au 100 et c'est légèrement en montée. Là maintenant, on est sur le plat, je suis tombé à 6 litres. Donc c'est un des avantages hein, vraiment de ce moteur, c'est que si vous roulez cool, ça consomme pas tant que ça. La conso moyenne actuellement sur le tableau de bord est affichée à 8 litres, alors que le propriétaire me dit qu'il utilise essentiellement cette voiture directement en ville. Donc là où normalement les conditions sont les plus défavorables pour la consommation. Donc c'est vraiment pas mal et c'est une voiture, malgré son look assez sport et ses performances qui sont quand même plutôt pas mal, elle est tout à fait utilisable au quotidien. Si bien sûr vous n'avez pas besoin d'une grosse berline familiale ou d'un SUV comme tous les constructeurs essaient de vous faire croire actuellement. Là vous avez un coffre qui est tout à fait décent, en plus il est logeable, le seuil de chargement n'est pas trop haut, donc tout ça c'est vraiment pas mal. Et vous pouvez rabattre les deux sièges pour faire un fond plat vraiment très très large. Au niveau des rangements, sur la partie avant, vous avez juste dans les portes de quoi mettre une bouteille et la boîte à gants, qui est assez petite d'ailleurs. On a l'impression que la fermeture de la boîte à gants occupe à elle seule la moitié de celle-ci. La voiture est maniable, elle est réactive, confortable et en même temps sport. Non, franchement, j'ai pas grand-chose à reprocher à cette bagnole, elle est vraiment bien. Maintenant, faut juste pour moi attendre que les prix baissent et j'espère qu'ils vont baisser, mais j'en suis pas certain parce que comme je vous ai dit, au moment où elle a été mise en vente, il n'y avait pas cette taxe complètement aberrante à 10 000 € et depuis, ça a fait que son tarif est devenu quasiment invendable en fait, c'est ça le problème, c'est pour ça qu'on n'en voit pas beaucoup en France. Vous imaginez vraiment 35 000 € et on vous demande de rajouter 10 000 € juste pour l'État. Rajouter un tiers du prix en taxe, c'est juste n'importe quoi. Et malheureusement, c'est ça qui risque de faire que le prix reste élevé. Parce que les versions d'occasion, même si le prix officiel est à 35-40 000, les gens qui les ont achetées récemment les ont payés beaucoup plus cher que ça. Et donc, ça fait que d'occasion, la cote reste assez élevée pour l'instant. J'ai aussi oublié de vous parler un peu de l'entretien, des coûts d'utilisation de cette voiture. Eh bien, sachez que c'est très très faible pour une voiture sportive. Les coûts d'entretien sont assez modérés parce que c'est une technologie relativement simple. Je vous ai dit, il n'y a pas de turbo, donc c'est abordable. Je pense avoir fait le tour sur les caractéristiques de cette Subaru BRZ. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si j'ai les réponses, bien sûr, j'y répondrai. Je pense que son propriétaire pourra aussi regarder les commentaires et répondre aux questions les plus techniques. Si vous possédez cette voiture ou son équivalent, que ce soit chez Toyota ou chez Sion, mais bon, normalement la marque Sion n'est vendue que aux États-Unis, donc ça paraît peu probable que vous en possédiez une, à moins que vous me regardiez depuis l'Amérique du Nord. Mais si vous avez des infos, si vous avez un avis sur cette voiture, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires, c'est aussi super intéressant. Je tiens encore à remercier l'abonné qui a fait le déplacement
pour me prêter cette voiture et en faire le test. C'est vraiment super sympa de sa part. Et c'est grâce à vous que la chaîne avance et que je peux tester des petits bolides assez rares comme cette BRZ. En plus, j'en ai pas parlé, mais cette finition noire lui va à ravir. Elle est vraiment très très jolie. Si vous aussi vous voulez que je teste votre véhicule, que ce soit moto ou voiture, n'hésitez pas à me le proposer. Vous pouvez me contacter, tous les moyens de le faire sont inscrits dans la description. Vous pouvez bien sûr, comme l'abonné aujourd'hui, venir jusqu'ici afin que je teste votre véhicule, ce qui sera pour moi absolument parfait. Ou vous pouvez me proposer votre véhicule et si c'est pas à l'autre bout du monde, je peux me déplacer grâce aux donateurs qui me font des dons aussi bien sur Tipeee que sur Utip, ce qui me permet de me déplacer, de payer les frais de déplacement lorsque c'est nécessaire. Merci encore à tous mes contributeurs. Nous voilà donc revenus à notre point de départ. Il ne me reste plus qu'à vous faire un grand V et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test.